Le gars, il vient m'ouvrir la porte en bas de l'immeuble, tu vois. Et il me dit, ah, j'ai pas eu le temps de ranger et tout. Je vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Tu vois. J'ouvre la porte et là, il y a un chemin avec une corde de la porte d'entrée à son salon où il dort assis. Et le reste, t'as des sacs, des détritus, des poubelles. On vendait que la propriété immeuble. Et moi, je négociais avec le propriétaire en disant, tiens, mais il n'y a pas moyen de racheter l'appart-terrain. Il dit, ah, je sais pas. Je dis, bah, attendez, j'ouvre la société qui était propriétaire du terrain et il le vendait. Et donc, moi, j'ai pu négocier un gros prix parce que personne ne se positionnait. Et j'ai acheté un appartement, une chambre près de Tour et Taxi. Je postule à une place qui est 2 niveaux trop haut pour moi. Il me dit, pourquoi tu postules, t'es pas prêt? Je dis, si, pas de souci. Il dit, ok, viens, on va faire maintenant l'entretien. Et je dis, oh merde. Il dit, en fait, toi, tu fais la place pour les sous. Et puis, je crois, un mois plus tard, il y a une place qui se libère. Je postule. C'est con quoi, fait dire, non, moi, c'est pas possible. Je dis, non, si, tu vas voir. Je pose des questions. Et là, j'ai vu, il a dit, ah, le petit, c'est ici. Bah écoute, salut Ken, merci de venir justement sur ce podcast pour parler de ton parcours, justement très très fourni. D'ailleurs, tu nous expliqueras en détail. Mais encore merci justement. Merci à vous pour l'invitation. C'est cool. Mais écoute, ce que je te propose, c'est ce qu'on fait généralement, c'est on aborde justement ta thématique, c'est l'immobilier, mais aussi ton parcours justement en remontant le plus loin possible sur peut-être comment c'est arrivé, c'était quoi cette passion justement, c'était quoi ton parcours justement pour arriver là où. Donc moi j'ai un parcours vraiment atypique, j'aurais jamais dû être agent immobilier. Qu'en fait j'ai fait mes secondaires, je les ai quittés péniblement et puis j'ai été travailler. Et donc moi j'ai fait plein de jobs différents avant de finir dans un job un peu stable comme banquier. Et donc moi j'ai fini ma carrière avant de devenir agent immobilier comme gestionnaire de patrimoine à la banque chez ING. Donc j'ai fait 9 ans à la banque, avant ça plein de jobs différents mais qui n'ont pas beaucoup d'impact sur ma carrière professionnelle aujourd'hui. Et en fait le fondateur de Winvest est mon meilleur pote. C'est Jonathan Pham. Les gens qui suivent l'immobilier normalement le connaissent un petit peu. Et donc lui c'est mon meilleur pote. Winvest a 11 ans maintenant et ça faisait des années qu'il nous disait ah, viens travailler chez Winvest et tout. Je dis non écoute, on va pas mêler l'amitié et professionnel, surtout que John il est différent de nous. C'est un robot, c'est un malade de travail, donc il est hyper exigeant. Pas pour rien que Winvest a autant progressé en si peu de temps. Moi, j'avais dit non, écoute, j'ai pas envie. Et puis, il y a le Covid qui arrive. Les agences bancaires ferment. Et moi, c'est hors de question que je fasse du télétravail. Tu vois. Je déteste travailler de chez moi. Chez moi, c'est Netflix. C'est télétravail, j'y crois pas, tu vois. Et j'ai pas de la PlayStation, tu vois. J'aurais certainement acheté une PlayStation, c'était terminé. Donc là, John me dit, il y a un remaniement des équipes avec le Covid et tout. Et je dis, bah vas-y, tu sais quoi, je viens. Et meilleur move de ma vie parce que je pensais jamais que tout ce que j'avais appris à la banque, crédit, succession, donation, maîtrise de la finance, bêtement la loi de l'offre et la demande, tu vois, parce que tout est lié à ça. Mais en arrivant comme agent immobilier, tout ce bagage était ultra efficace parce que je me rends compte qu'il y a plein d'agents immobiliers qui n'ont pas ce bagage-là. Et donc, dans des discussions, je suis directement beaucoup plus armé et avec une connaissance de tout ce milieu-là qui est souvent la réalité. On vend parce qu'on a reçu des parents, on vend parce qu'on a hérité des grands-parents et on divorce, on veut agrandir le patrimoine, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quelle technique de crédit utiliser. Tout ça, moi, je l'ai appris à la banque. Donc, c'était génial. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas fait d'études d'agent immobilier. Je vais bientôt les faire. En fait, là, je suis employé sous Winvest. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas de numéro IP encore, mais il faut 6 ans d'employé. Ça fait 5 ans, il me reste 1 an. Mais j'ai déjà passé l'examen. C'est vrai que c'était 6 ans, oui. Et j'ai déjà passé l'examen au moins 10 fois parce que moi, j'ai étudié avec ma femme, avec les membres de Winvest. Moi, je donne des formations. J'ai donné des formations internes chez Winvest. Je pose des questions de l'examen IP à des agents de Winvest pour les aider. Donc, moi, l'examen, c'est un peu comme dans Suits. Je sais pas si tu as vu. Moi, je suis le gars qui a passé l'examen, mais officiellement, il ne l'a pas passé, tu vois. Donc, ouais, moi, j'attends impatiemment de passer mon numéro IP pour que ce soit, tu vois, légitime, entre guillemets, même si je suis employé IP, je connais super bien, tu vois. Surtout que moi, j'investis moi-même. Je donne des formations en plus sur l'investissement et tout. Donc, j'ai juste envie d'aller valider ce papier, comme ça, je suis tranquille. Oui, tu baignes dedans. Donc, au final, oui, c'est ça. Tu n'as pas ton numéro IP, mais bon, tu as l'équivalence en termes d'expérience et autres. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, ING avant, tu as commencé bas de l'échelle ou... Ah ouais, tout en bas de l'échelle. J'ai commencé à la caisse. Okay. Moi, je suis arrivé, ça fait 5 ans chez Winvest et ça fait 9 ans en arrière chez ING. Donc, à l'époque, je crois que j'avais 23 ans. Je commence à la caisse. Je me dis, ici, je ne voulais pas rester longtemps, tu vois.
La caisse, c'est quand même pas. C'est pas ouf. Ah, il y a call center aussi qui est pas. Ouais, call center, c'est pire. Call Ouais, center, oui. c'est pire. Ça, je fais pas. Tu vois. Et en fait, je suis à la caisse et moi, je dis aux gens, mais comment on fait pour sortir de la caisse? Tu vas vendre des épargnes pension et des services et tout. Je dis, c'est tout, ok, pas de souci. Et donc, en fait, chaque fois qu'un client vient à la caisse, tu peux l'identifier et tu vois directement tous les produits qu'il a ou qu'il n'a pas. Et donc, moi, je lui disais, ok, pas d'épargne pension. Je dis, tiens, vous n'avez pas d'épargne pension? Vous savez ce que c'est? Ah oui, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas le temps. Je dis, écoutez, vous êtes là, ça prend 5 minutes. Venez, je vous envoie chez mon collègue, il va faire ça. J'ai fait quelques épargnes pension. Les gens étaient là, oh, exceptionnel. Alors que moi, j'avais rien fait. Tu vois, je trouvais ça bidon de dire, t'en veux une, t'en veux pas? Et si le gazier a dit oui, je l'envoyais chez mon collègue, c'est lui qui faisait. Et donc, les gens disaient, putain, il y a un gars à la caisse, il est motivé, quoi. J'ai fait quelques semaines, on m'a sorti. Et là, tu fais remise de carte, tu vas à l'info, hein. Tu fais les virements, t'aides Bobonne à la machine, t'aides des bêtises, hein. Et puis, tu commences à recevoir des clients qui font une vente de crédit auto, une assurance pour la maison, des bêtises. Et puis, je me souviendrai toujours, j'ai un manager, Olivier Debans, pour le citer. Je postule à une place qui est 2 niveaux trop haut. Pour moi, c'était gestionnaire de patrimoine junior, pour simplifier la position. Et je postule et il me dit, pourquoi tu postules, t'es pas prêt? Je dis, si, pas de souci. Il me dit, ok, viens, on va faire maintenant l'entretien. Et je dis, oh merde. Les pieds dans le plat. Direct. Et donc, il me dit, viens, assieds-toi. Et je m'assieds et il me pose des questions. Il me dit, c'est quoi des actions, des obligations? Tu connais le marché? C'est quoi l'offre et la demande et tout? J'en sais rien. Il me dit, en fait, toi, tu veux la place pour les sous. Il marque un point et il n'a pas tort, tu vois. Et donc, juste après le rendez-vous, là, je pose des questions à tout le monde. Tous mes collègues, tu peux m'expliquer les actions, les fonds d'investissement, c'est quoi? Comment ça marche? Pourquoi parfois le marché monte? Pourquoi il baisse? Les taux, explique-moi. Je veux que tu m'expliques tout, tu vois. Donc, j'étais comme un ouf. J'expliquais tout. Ça, petite parenthèse, j'ai pas fait d'études parce que je déteste le système scolaire. Je trouve ça vraiment plus adapté à mes besoins. Complètement. Par contre, quand tu m'expliques un truc et que ça m'intéresse, parce que tu vois, tu peux me parler de science, je m'en fous, tu vois, c'est très intéressant, mais je m'en fous, je ne vais pas retenir. Par contre, si c'est intéressant et que ça peut m'apporter quelque chose, là, tu vois, je te lâche pas du regard, je prends tout, je loupe pas une miette et en plus, je sais remodeler ça à ma sauce. Et donc, ça, c'est ma force, c'est que je peux vulgariser des trucs qui sont complexes. Et qui sont pas complexes. Les gens aiment bien complexifier des choses qui sont assez simples. Et tu sais, dans les discussions, des réunions à la banque, il y a toujours des mots-clés, des trucs. Ça veut rien dire ce que tu racontes. Tu vois, explique-nous calmement pourquoi tu veux faire valider ton master à Solvay ou quoi. On s'en fout, tu vois. Explique-nous entre nous avec des mots simples que moi je puisse le revendre au gamin qui vient à la caisse, à Bobonne qui veut faire des investissements. Comment est-ce que moi je peux l'expliquer clairement? Et donc ça, c'était vraiment en quelques semaines, j'ai tout appris. J'ai regardé Canal Z, j'ai lu Trends Tendance. J'étais comme un possédé à étudier le marché boursier et le monde de la banque. Et puis, je crois, 1 mois plus tard, il y a une place qui se libère. Je repostule. Et quelqu'un me dit, t'es con, quoi. Enfin, déjà, en 1 mois, c'est pas possible. Et puis, je dis, non, si, tu vas voir. Et puis, il me dit, vas-y, assieds-toi. Il me pose des questions. Et là, j'ai vu, il a dit, et le petit, il s'y est mis. Et j'ai eu la place. Parce que je n'aurais pas dû l'avoir. En fait, je suis passé. Tu avais des lettres, je crois que j'étais des gestionnaires de patrimoine junior. C'était pas le nom du truc, mais. Et je suis passé de D à F directement. Et donc, c'était chouette parce que j'ai une augmentation salariale. C'est pas non plus exceptionnel. Je crois que c'était 250 balles net en plus. Il y a 15 ans, c'était quand même sympa. Et puis, tu as un vrai job, hein, c'est quand même chouette. Tu reçois les gens dans ton bureau, tu fais l'investissement, donc tu leur proposes des fonds d'investissement, tu arbitres leurs fonds et tout. Ça, c'était très chouette. Donc, ça, c'est Olivier Debans qui m'a permis vraiment de passer un vrai step et là, de devenir en fait un vrai professionnel. Là, je suis vraiment devenu, grâce à lui, un employé dédié, tu vois. Et donc, tu vas à des réunions avec des gens qui complexifient les choses, tu vois, et avec des sujets importants. On avait Philippe Ledan, ING, qui était le porte-parole de tout ce qui est investissement, la ligne de conduite d'ING et tout. Et donc, nous, on avait des réunions avec lui, c'était vachement intéressant. Donc, j'ai très vite progressé dans ce mindset professionnel. Et puis, j'ai, pour les nommer aussi, Cédric Degoe, qui sont un couple qui travaille chez ING, qui, eux, ont ouvert une agence indépendante, ING, parce que ING avait proposé d'indépendantiser certaines agences, et eux avaient pris l'agence de la Hulpe. Et comme je m'entendais très, très bien avec Myriam, elle m'a proposé de la rejoindre. Je lui ai dit, vas-y, je te suis. Et donc là, eux m'ont fait passer en gestionnaire de patrimoine senior. Donc là encore, j'ai eu une augmentation. C'était après combien de temps que tu as commencé? J'ai fait 3 ans chez eux. Et en fait, très rapidement, après, je crois, 1 an, je passais gestionnaire patrimoine senior. Et donc, je faisais
l'info, parce qu'en fait, on était une agence à 4. Il y avait eux deux, il y avait ma collègue et moi. On était à 4. Et donc, on devait relancer. L'agence existait. Hein. On a dû refaire tout à 4, alors qu'avant, c'était avec ma collègue, on faisait l'info, on aidait les gens à la caisse, on faisait les crédits, on faisait tout. Et moi, en même temps, je faisais les placements juniors et les placements seniors. Donc, on était à fond dedans. Donc, là aussi, j'ai progressé. Mon patron, Cédric de Grox, lui, était une bête en crédit hypothécaire. Donc, lui, il m'a tout appris sur les crédits hypothécaires. Vraiment, ce qui était génial, c'est qu'on était dans les bureaux face à face, porte ouverte. Moi, j'étais là, oreille tendue. OK, c'est comme ça que ça marche. Intéressant. Ouais, j'ai vraiment tout pris de chez lui. Et puis, ouais, Covid, les agences se ferment. Je suis là, pas être prêt chez moi. Compliqué. Et puis, en discussion avec John, et j'arrive chez Winvest. Et là, vraiment, ma carrière prend un tournant de dingue. Je passe indépendant. Donc, en fait, John m'a engagé comme manager pour aider les jeunes agents à justement avoir ce côté professionnel. Et donc, je passe employé pour la partie immobilière et indépendant pour la partie managériale, formation, accompagnement et tout. Et donc, ça, c'est la grosse partie de mon job, c'est d'accompagner les équipes, de donner des formations et tout. Et pour la partie immobilière, je travaille beaucoup avec mon réseau, donc ça, c'est très chouette. Et aujourd'hui, je délègue énormément à un de mes petits, j'allais dire, mais c'est pas vrai du tout parce que c'est un peu péjoratif, mais on a un jeune dans l'équipe de 25 ans qui est vraiment super motivé, tu vois. C'est pour ça que je veux pas dire mon petit, parce qu'il travaille déjà. Il venait d'une autre agence, il est arrivé chez nous, il est hyper carré. Et donc moi maintenant, je lui délègue tous mes dossiers et je le rémunère là-dessus. Donc moi aujourd'hui, mon délire, c'est de pouvoir aider des jeunes à se lancer. Et vraiment, je préfère te payer toi et que tu prennes le temps de le faire, plutôt que de moi mieux gagner ma vie et de garder tout pour moi. Tu vois, ça m'intéresse pas. Je pourrais être plus riche aujourd'hui hein, si j'étais un peu plus radin. Et, tu vois, mais j'aime beaucoup faire ça. On a engagé il n'y a pas longtemps, je peux dire mon petit parce qu'il a 20 ans, tu vois. On était à un resto et il nous sert, le gamin nous sert et il est super sympa. Et à un moment donné, je lui dis, tu vas me payer un verre pour la maison, tu vois. Et il dit, ouais, tu vas faire pareil pour toute l'équipe, sauf que nous, on est 25. Je sais plus ce qu'il me dit, tu vois. Et je dis, ah, l'enfoiré, il m'a bien. Mais à 20 ans, tu vois, Ouais, il faut oser, quoi. C'est le ping-pong, tu vois. Et je dis, ah, toi, t'es bien, tu fais quoi dans la vie? Et il me dit, ah, je sais pas trop, mais je crois que l'année prochaine, je commence à jouer à l'immobilier. On était avec l'équipe de Winvest, tu vois. Et je dis, bah, tu tombes bien. Le lundi, il est venu, on l'a engagé. Et là, maintenant, ça fait presque 1 an et demi qu'il est chez nous. Trop bien, belle Et le histoire. petit est vraiment bien. Et donc, ça, c'est mon plaisir à moi aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des jeunes qui commencent et qui ont vraiment envie. Et aujourd'hui, si je peux leur déléguer et leur faire gagner un peu plus d'argent, je le fais avec grand plaisir, tu vois. Et comme ça, moi, j'ai mon temps pour là où c'est mon plaisir, c'est la formation, l'accompagnement et tout. Donc voilà un peu le parcours. Ok. Et du coup, tu es arrivé à quelle période exactement chez Winvest? Il y a 5 ans, donc en plein Covid. Ok. C'était vraiment, je crois que le Covid est en mars et moi je rejoins en juillet, août, je me souviens plus exactement, je crois début août. Et t'étais où? Au Derghem quand t'as été? Ouais, à l'époque, il y avait que au Derghem, quelques agences en Wallonie, puis le groupe, Oui. il a plus que multiplié là. Ok. Aujourd'hui, on a 6 agences sur Bruxelles. On en a une douzaine, voire plus en Wallonie. On en a quelques-unes en Flandre. Et là, maintenant, on est en France. Et la France a plus d'agences aujourd'hui que ce qu'il y a en Belgique. Ah oui. Ouais, donc on devient un vrai groupe. Hein. Intéressant. Et du coup, j'avais vu un moment où tu étais directeur Bruxelles. Ouais. Tu l'es encore ou pas? Non, plus maintenant. Ok. Plus maintenant. En fait, j'ai tout fait. En fait, Winvest, c'est la boîte de mon frangin. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. Donc, si lui, il me dit, bon, Ken, tu vas faire ça, maintenant tu fais ça, et puis tu fais ça, moi, je dis, ouais, il n'y a pas de souci, John, je vais où tu veux. Tant que la boîte tourne, si je dois être à la location, si je dois être dans le neuf ou dans l'existant, je vais là où il a besoin que j'aille. Et donc, j'ai déjà fait le neuf chez Winvest. J'aimais moins la partie, quand je dis neuf, c'est la vente de promotion immobilière. Donc, sur plan ou en cours de construction. Ça, j'aime moins parce je trouve qu'il n'y a pas cet aspect immobilier où tu peux être smart et trouver des idées. Et là, tu vends un truc, ça plaît pas. Le gars, il prend ou il prend pas, quoi. Ça s'arrête là. Donc, après, il y a des gens dans le neuf. C'est le saint graal de l'immobilier. Ils vont pas apprécier ce que je dis. Mais c'est toujours un dilemme entre les deux. Ouais, c'était mon ressenti. J'aimais pas cette partie-là. Mais je l'avais fait pour dépanner John. Puis j'ai fait l'existant. Et au départ, c'était John, le boss de Bruxelles. Puis lui, il a dû relancer Invest Belgique. Et donc, il fallait remettre un manager. Ils en ont mis un autre. Ça n'a pas été. Puis il m'a dit, bah, tu veux pas le faire, gérer les équipes. Je dis, ok, vas-y, y a pas de souci. Donc là, j'ai fait Bruxelles. Puis on a ouvert une autre agence, donc je faisais la moitié de Bruxelles. Puis on a ouvert une troisième agence, donc je faisais qu'un tiers de Bruxelles. Puis le gars de l'agence est parti, donc je refaisais un demi Bruxelles. Et là, maintenant, on est à 6. Donc j'avais fait que Oderghem. Et finalement, c'est Antoine Dupont, qui est le directeur de la location, qui a cet aspect beaucoup plus managérial, alors qu'une équipe a besoin que moi, je n'apporte pas. Moi, je suis très
freestyle, je t'accompagne si tu veux, mais c'est pas moi qui ai organisé ton planning et tes permanences et s'il y a un conflit, je vais régler ça, tu vois. Et donc, ils avaient besoin d'un manager beaucoup plus dédié à l'organisationnel, le truc. Et donc, j'ai laissé ma place à Antoine, avec grand plaisir, il fait ça mieux que moi. Et comme ça, moi, je peux développer d'autres choses sur le côté. Voilà, donc ouais, j'ai déjà touché à tout, tu vois. Intéressant, ouais. Et avant de parler justement de ton parcours investisseur maintenant, tu as des anecdotes par rapport justement à ton poste en tant qu'agent immobilier? Des anecdotes, j'en ai plein, mais on peut faire un nouveau podcast si tu veux. Parce que... Mais une ou deux un peu Alors, si je peux résumer le truc rapidement, agent immobilier, c'est super dur comme métier. Donc, si je peux donner un conseil aux gens qui veulent faire de l'immobilier, c'est très compliqué. Et en fait, il y a 3 types d'agents immobiliers. Le jeune qui pense qu'il va rouler en Porsche dans 2 mois, lui, il tient 2 mois et il arrête. Qui a regardé Netflix et... Ouais, c'est ça. Il croit que ça y est, il travaille pas, il a pas de réseau. Il fait 2 mois, il dit c'est quand même compliqué, les gens sont pas sympas. Et il arrête et il finit vendeur de voitures ou il va à la banque ou j'en sais rien, tu vois. Super dur. Puis, tu as l'agent qui est quand même conscient de ce que c'est. Il a travaillé, il a fait le FPME, il a fait des stages et tout. Mais c'est pas... Tu vois, l'immobilier, c'est pas son truc. Ça l'emmerde d'en parler le dimanche en famille, tu vois. Il est là, ouais, non, je vais pas en parler le week-end. Bah, lui, il va vivoter et il va faire ses chiffres entre 30 60 000 euros l'année en tant qu'indépendant, personne physique. Tu prends le risque. Quand tu fais 60 l'année, ça va. C'est pas exceptionnel pour un indépendant qui prend le risque, qui n'a pas la sûreté de l'employé. Mais quand tu fais ton année à 30, tu es là, oh, putain, est-ce que je continue ou pas? Donc ça, c'est la deuxième catégorie d'agents où il y en a énormément. Et puis, tu as les agents, Attila, Laurent Schmitt, moi, tu vois, on adore ça. Hein. On nous invite à des podcasts. Le dimanche, on en parle. C'est les potes qui disent, putain, il parle encore d'immobilier, lui, tu vois. Mais là, tout le monde sait, il n'y a pas quelqu'un dans notre entourage ou l'entourage de nos entourages qui ne savent pas qu'on fait de l'immobilier. Et ça, aujourd'hui, faire de l'immobilier, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'as pas un gros réseau, il faut être bien accroché, quoi. Développer, quoi. Faut développer. Aujourd'hui, un agent immobilier qui n'utilise pas les réseaux sociaux, qui ne développe pas sa marque et tout, je trouve que c'est très compliqué ou très risqué, tu vois, parce que c'est tellement facile, ça ne demande pas beaucoup de travail. Hein, de mettre... Chez nous, on a Geoffrey Delvaux chez Winvest qui fait l'émission Je vends ma maison. Il est énormément présent sur TikTok. Il prend son téléphone, il se filme en face cam, il donne des infos de 30 secondes, il est sur TikTok. Le gars, il a des dizaines de milliers de gens qui le suivent, tu vois. Donc lui, c'est sûr qu'il n'a aucun problème, niveau professionnel, à avoir des mandats et à gagner sa vie, tu vois. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous appellent, qui disent « je connais quelqu'un qui vend, ça t'intéresse ?» Tu blagues, ça m'intéresse. Notre job à nous, c'est vraiment des gens qui nous appellent pour mettre leurs biens en vente. Si on ne se fait pas connaître, on peut être le meilleur agent immobilier du monde. Si les gens ne le savent pas, il n'y a personne qui nous appelle. Donc ça, ouais, mais ou sinon, une anecdote, qu'est-ce que j'ai eu le pire Je vais te faire le pire et le mieux. Le pire, c'est la maladie de Diogène, c'est ça? C'est ceux qui jettent jamais rien? Oui, c'est ça, oui. Il y en a plus qu'on le croit. Et c'est impressionnant de voir que le gars, il vient m'ouvrir la porte en bas de l'immeuble, tu vois. Et il me dit, j'ai pas eu le temps de ranger et tout. Je vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, tu vois. Je monte dans la cage d'escalier, il y a déjà des vestes, mais je crois qu'il y en a 150 des vestes. C'est empilé l'une sur l'autre. Tu peux pas, tu passes pas, les vestes te poussent contre le mur, tu vois. Je vois, c'est quoi ce délire? J'ouvre la porte et là, tu peux pas l'imaginer si tu l'as pas vu. Il y a un chemin avec une corde de la porte d'entrée à la cuisine, à son salon où il dort assis et sa salle de bain. Et c'est tout. Et le reste, tu as des sacs, des détritus, des poubelles, des trucs encore emballés parce qu'il n'a jamais vu. Et sur les murs, vu que tout était étouffé, il n'y a pas d'aération, des champignons énormes, tu vois. Et les lampes ne fonctionnent plus parce qu'il ne sait plus les changer, parce qu'il n'accède plus, tu vois. On va pas bouger le temps, évidemment. Ah ben non, il veut pas, et il veut rien jeter. Parce que je dis, tiens, mais pourquoi vous jetez pas? Il dit, non, mais j'ai besoin. Je dis, ok, dans ce sac-là, il y a quoi? Il me dit, je sais pas. Je dis, on peut le jeter là. Oh non, c'est jamais. J'ai quand même un peu rigolé. Mais en vrai, c'est super triste, tu vois, parce que je savais pas l'aider. Et dans la salle de bain, tu avais des couches, tu vois, de gras, de poussière, de savon, tout mélangé. Et tu te dis, c'est l'enfer, quoi. Et il y a des gens qui vivent là-dedans. Donc, et là, tu sais rien faire. Tu sais même pas aider ces gens parce qu'ils sont pas capables de vendre leurs biens. Ils savent qu'il y a un problème. Ils veulent s'en sortir un peu, peut-être via la famille ou des amis qui disent, enfin, tu dois vendre, part. Mais jamais, je pense que le monsieur est toujours là, tu vois. Et c'était un de mes premiers rendez-vous, ça. Ça a dû te marquer, ouais. Ouais, tu te dis, putain, et là, tu sais vraiment pas les aider. C'est très difficile. Et puis, on n'est pas assistants sociaux, tu vois. Je vais pas aller avec lui chez un psy. À un moment donné, il faut garder... ça dépend de la taille du bien, quoi. Bah même, à un moment donné, c'est pas notre job, tu vois. J'ai déjà vendu des super trucs ou visité des trucs de dingue. J'ai déjà visité des plex de 420 mètres carrés avec un ascenseur à l'intérieur. Les meubles coûtaient plus cher que l'appartement, tu vois. Il y avait un piano, je me souviens, je rentre dans l'appartement, il y a la musique classique, tu vois, c'est stylé et tout. En fait, c'était pas la musique classique, il y a son fils qui était en train de jouer au piano un morceau, tu vois.
Et il avait une pièce vitrée pour le piano. Donc ça, c'est quand même chouette. Mais tu vois, tu peux autant aller chez le truc le plus dégueulasse du monde et des trucs exceptionnels. Donc ça c'est chouette quand même. Ouais, ça doit être sympa d'avoir un mandat pareil. Hein. Bah bon, je l'ai pas signé parce que là, dans le luxe, vraiment luxueux, Winvest c'est pas notre cible. Tu as des très bonnes agences en Belgique qui le font, ou même internationales, tu vois, parce que là, tu es sous des gens dans un autre milieu, tu vois. Oui, oui. Ils vont pas sur Imoeb. C'est Jérôme Boucheret, c'est le réseau. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Et sinon, en tant qu'investisseur, t'as commencé quand? T'as commencé à investir quand tu étais à la banque ou quand tu étais... J'ai acheté mon premier bien quand j'étais à la banque. Donc, je crois que ma fille doit avoir 1 an et demi à l'époque, donc c'est il y a 12 ans. Et je fais mon premier crédit au Fonds du logement. Ok. Parce que la maman de ma fille, à l'époque, ne travaillait pas. Donc, elle était au chômage, elle touchait le chômage. Et un petit complément de 800 € par mois, un truc comme ça. C'était pas énorme. Moi, j'avais mon salaire de la banque. Et on a su acheter notre premier appartement, il y a 12 ans de ça maintenant, grâce à mon père qui m'avait donné 8 000 €. C'est ce qu'on devait apporter au Fonds du logement pour pouvoir faire le crédit. Et le Fonds du logement nous a financé tout le reste. Donc l'achat, les frais de notaire et des travaux, parce que l'appartement était en mauvais état. À l'époque, super affaire, mais je n'en sais rien parce que je ne suis pas dans l'immobilier. Et en fait, c'était un appartement qui n'était pas beau. Les châssis étaient dégueulasses avec de la mousse verte dedans et tout. Je me dis, il y a des petits travaux ici, j'en sais rien. Et on aimait bien l'agencement de l'appart. C'était un dernier niveau, donc pas de voisin au-dessus. Il n'y avait pas d'espace extérieur dans le toit, mais il n'y avait pas de voisin. Je me dis, bon, ça, j'aime bien. Je n'aurai pas le problème de bruit. Et on l'achète. Et puis, 1 an et demi après, on se sépare avec ma fille. Et moi, je rachète sa part. Et là, je me dis, tu sais quoi, je vais faire des travaux. De toute façon, je vais rester célibataire toute ma vie. Je fais des travaux. Je reste ici pour toujours. Et là, je fais des gros travaux, tu vois. Je refais une salle de bain. Je crois que la salle de bain, elle m'a coûté 15 000 balles. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, une salle de bain, elle coûte 5 000, tu vois. Je refais le sol avec du carrelage 90 sur 90 noir. Et je fais un mur en bois et tout. Ça, c'était super beau. Mais j'achète un piano blanc à ma fille pour mettre contre le mur et tout, tu vois. N'importe quoi, tu vois. Mais c'est bien, je vis là. Et puis, quelques années après, je suis chez Winvest et j'apprends le fait d'être locataire de son bien et d'acheter des biens d'investissement. Donc, je comprends le système, tu vois. Puis je me dis, bon, j'ai un appart. Je rencontre ma femme actuelle et elle ne voulait pas vivre dans l'appart, tu vois. Et donc, je me dis, tu sais quoi, on va aller dans ton appart, qui était l'appartement de son père, qu'on louait pour 400 balles par mois. Et je dis, y a là, on loue 400 €. Moi, je vais vendre, je prends ma plus-value et j'achète des invests que je mets en location. Et donc, je fais ça, je vends mon appart, je gagne, je crois, un bénéfice de 80 000 € en 8 ans de temps. Donc, je fais 10 000 par an de bénéfices, ce qui était vachement bien et ce n'était pas fait exprès du tout. J'ai eu un peu de chance. Avec les 80 000, bon, je rembourse quelques dettes parce que je vivais bien, tu vois, je devais avoir mon compte en négatif, je rembourse un peu. Et puis, je fais mon premier achat, un bien que plein de gens refusaient d'acheter parce que c'était avec de l'amphithéose. Donc, c'est-à-dire que tu as un propriétaire du terrain et tu as un propriétaire de l'immeuble et on vendait que la propriété immeuble. Et beaucoup de gens disaient, ah non, mais je veux pas payer le canon, ça m'emmerde. Nanana. Et moi, je négociais avec le propriétaire en disant, tiens, mais il n'y a pas moyen de racheter l'appart-terrain. Il dit, je sais pas. Je dis, attendez, je vais chercher les coordonnées. Je trouve la société qui était propriétaire du terrain et il le vendait. Et donc, moi, j'ai pu négocier un gros prix parce que personne ne se positionnait. Et j'ai acheté un appartement, une chambre près de Tour et Taxi, qui m'a coûté, tout frais compris, je crois, 180 000. Aujourd'hui, il doit en valoir, c'est il y a déjà 4 ans. Aujourd'hui, il doit en valoir 230. Et je crois qu'il me reste un seul restant de 160. Donc, j'ai déjà récupéré mes 70 de départ de ma première vente. Et ça, je loue plus ou moins 950 € hors charge par mois. J'ai un crédit de 850 € par mois. Donc, je suis en cash flow positif alors que je rembourse du capital. Et comment tu as fait pour trouver les coordonnées du propriétaire justement du terrain? Ça, tu sais, le propriétaire, lui, il est au courant puisque il n'est pas propriétaire de tout et il paye un loyer. Ouais, tu retrouves les coordonnées et puis tu appelles. Et en fait, ils sont souvent vendeurs. Hein. Ça les intéresse de prendre, tu sais, tu prends 50 000 en une fois ou 1 000 € par an. Tu vends les 50 000 tout de suite. Hein. C'est peut-être une bête question, mais pourquoi tu n'as pas gardé le premier appartement et le mettre directement en location plutôt que de le revendre? Parce que c'était un bel appartement et donc c'était plus intéressant pour moi de récupérer le bénéfice que de mal le louer. Parce que ce qui est très important de savoir, c'est plus c'est luxueux ou plus c'est grand, moins c'est cher à la location comparativement à une vente. mensualité. Aujourd'hui, tu prends un appart de 300 000. Si tu le finances dans son entièreté, même si tu as pris l'abattement, on va dire que ça t'a coûté 330 000 frais compris. Tu vois 330 000 aujourd'hui, c'est plus ou moins 1 850 € de mensualité. Un appartement qui vaut 330 000 frais compris, aujourd'hui, tu le loues plus ou moins 1 400, 1 500. Donc, tu es à 400 à 500 € moins cher par mois en dépenses réelles, tu vois.
ben, ça veut dire que c'est 500 € par mois. Ben, soit je peux les épargner, ce qui me fait une épargne de 6 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable, soit ben, je peux les apporter pour faire un nouvel achat. Ouais. Et donc moi, comme j'avais déjà une fille à l'époque et que maintenant j'ai une deuxième petite fille, on vit à 4, ben, nous on loue un duplex Pentos avec terrasse. Je serais incapable d'acheter, mais on le loue, toutes charges comprises, je crois que c'est 2 100 €. Je compte même charges comprises, parce qu'en vrai, quand tu es propriétaire, tu as tes charges aussi. Oui, bien sûr. Si j'avais dû l'acheter, aujourd'hui, il me coûterait plus de 4 000 €. Et j'aurais dû mettre, parce qu'il vaut plus de 600 000 €, donc j'ai pas l'abattement, j'aurais dû mettre 100 000 balles sur la table. Donc, ça me coûte 4 000 tous les mois de rembourser. Et en plus, je me suis amputé de 100 000 balles. Alors que là, je suis locataire, je vis dans le même bien, il me coûte que 2 000 € et j'ai pas dû, par la garantie locative, qui est de 3 700, je crois, bon, voilà, je vis dans le même appart. Et donc, si j'avais la possibilité de faire un crédit de 4 000 et que j'ai un coût que de 2 000, ça veut dire que j'ai une épargne possible de 2 000 € par mois. 2 000 € par mois, c'est 24 000 € par an, tu vois. Chaque année, tu as 25 000 € pour mettre dans un petit studio que tu peux racheter, enfin, tu peux acheter chaque année, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est ce que nous, on fait avec ma femme maintenant. Chaque année, on achète un petit studio. J'en discutais justement il y a peut-être 2 semaines avec un client qui voulait faire le pas justement de vendre son habitation principale pour aller louer. Sauf que c'est un étranger et il a ce petit handicap. Il sur va les avoir du mal à candidats. trouver une location. Ouais. Exactement. C'est Après, s'il est dans du luxe, enfin du luxe, je parle de grand, hein, tu bon, c'est vois. un truc normal, quoi. Donc c'est un 3 chambres. Ouais. C'est un peu plus compliqué à trouver des 3 chambres, mais bon. Il faut voir ce qu'il a comme budget. C'est vrai que malheureusement, et ça, c'est la vérité du terrain, bah, il y a plein de propriétaires qui sont encore discriminants, tu vois. Donc c'est sûr que pour certaines populations, faire ce truc-là, bah, il faut se dire, tiens, est-ce que je vais avoir ma location facilement? Après, si tu travailles bien, que tu te présentes bien, il y a quand même un truc, c'est que c'est quand même très contrôlé. Donc si on sent qu'on a subi une discrimination, c'est très facile de faire changer la donne, hein. Parce que nous, en tant qu'agent immobilier, souvent on a la question, discrimination, vous faites non, c'est mort. La réponse c'est non. Il y a 0 doute là-dessus parce qu'il y a énormément de mystères. Et donc il y a beaucoup de contrôle. Je crois que le rendez-vous pas le rendez-vous, on n'est pas des pigeons. Ils avaient fait une émission là-dessus, ils avaient appelé 10 agences. Et c'était d'abord Thomas Van der Meulen qui appelle, et puis Yacine Ben Abdallah, pour être très cru. Et lui, il n'avait pas les rendez-vous, tu vois. Et c'était 9 agents sur 10, tu vois. Donc c'est quand même grave. Ça, nous, on a un patron Winvest qui est un étranger, qui a subi du racisme, même s'il est asiatique, on en subit quand même, tu vois. Et donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Pas de discrimination, tu vois. Heureusement, oui. Après, on ne peut pas obliger un propriétaire à choisir un candidat. Mais nous, on visite avec tous les candidats et on présente toutes les candidatures. Si lui ne veut pas choisir, il ne doit pas nous expliquer pourquoi et tout, tu vois, mais tu sens vite le propriétaire qui est un rascar et nous, on ne travaille pas avec lui. Et donc, ouais, après, tout se prépare, tu vois, c'est comme quand tu postules pour une société, bah, tu fais une belle lettre de candidature. S'il a des enfants, il met une photo avec ses enfants. On peut utiliser les filons qui fonctionnent, tu vois, mais ça marche, hein, ça marche. Les gens sont pas... Ils restent humains malgré tout, tu vois. Et donc, et le raciste, il dit, ouais, mais lui, c'est un gentil. C'est vrai, malheureusement, Oui, c'est le monde dans lequel on vit, et heureusement, c'est de moins en moins, parce que nos générations à nous, on a quand même grandi. J'ai joué au basket, j'ai grandi à Anderlecht. Dans ma classe, mes meilleurs potes, c'était Ibrahim Ertuk et Yacine Ben Katan. Donc, à un moment donné, nos générations à nous, ont grandi à l'école avec des gens d'autres origines. En fait, on est potes, tu vois, il n'y a pas de... Donc, c'est les plus vieilles générations qui ont encore ce problème-là. Donc, ça diminue de plus en plus. J'espère, en tout cas, tu vois, ça se passera de moins en moins, quoi. Du coup, ta strat avec ta compagne, c'est tous les ans un bien, c'est ça? Ouais, tous les ans, on aimerait bien acheter un bien. Nous, on est sur des grands studios, des petits appartements, une chambre. C'est ça que j'allais demander d'ailleurs. Ouais, parce que les petites unités sont très rentables locativement parlant. Donc, les premiers mètres carrés sont très chers. Ben, nous, on a un studio, le dernier qu'on a acheté, c'est un studio à Saint-Gilles qui fait 35 mètres carrés sur le PEB. Donc, on a peut-être 32 mètres carrés nets, tu vois. On le loue 850 € hors charge. Et il nous a coûté, tout frais compris, travaux compris, il a tapé complètement 170 000. Donc aujourd'hui, on a des rentabilités sur des petites unités qui sont très intéressantes. Le seul souci, qui n'en est pas un pour moi, parce que comme dans mon boulot, je délègue énormément, dans ma gestion immobilière, je délègue énormément. Et donc moi, je délègue au syndic la gestion de l'immeuble. Je ne veux pas m'occuper de la toiture, de la chaudière, des ascenseurs. Je ne veux pas faire ça, tu vois. Moi, j'achèterai sans doute jamais un immeuble de rapport où je suis le seul responsable de l'entretien de l'enveloppe. Parce qu'en tant qu'agent immobilier, on voit souvent des gens qui vendent des immeubles de rapport, qui ont hérité de leur grand-père ou je sais pas quoi, tu vois, puis il y a un immeuble de rapport qui arrive sur la table, et tu te dis, putain, mais les gars, ils n'ont jamais entretenu. Et donc, vous avez perdu peut-être 200, 300 000 € de valeur. L'entretien, c'est très important. Pour prendre un comparatif, mes parents ont acheté il y a 25 ans une maison neuve, donc un nouveau quartier. C'est les mêmes maisons, tu vois, le style. Nous, on a vendu la maison de mon père 550 000. La maison d'un pote, exactement la même, 440.
que mon père, il a rénové, il a repeint les châssis de temps en temps. Tu sais, il a peut-être mis, sur 25 ans, il a peut-être mis 40 000 € pour une fois faire la chaudière, une fois ballon d'eau, pour entretenir le truc. L'autre, rien du tout. À la fin, tu perds 100 000 € de différence, quoi, tu vois. Donc, mon père, ça lui coûtait 40, il en gagne 60. L'autre, il a rien dépensé, mais il en perd 100, tu vois. Donc, l'entretien, c'est très important. Et beaucoup de gens ne sont pas capables d'entretenir, ou n'ont pas envie, ou savent pas comment faire. Et donc, écouter son tonton qui dit enfin, il faut acheter un immeuble de rapport, c'est beaucoup mieux, tu es tout seul responsable. Ouais. Et si je suis pas responsable, c'est un vrai problème. Donc, ouais, ça me coûte un peu plus cher en charge, mais je m'en fous. Parce que c'est géré, parce que les syndics savent exactement quelle lettre PEB il faut respecter aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour isoler, ils font un appel d'offres, il y a 3 devis, on peut choisir le moins cher, parce qu'évidemment, on choisit toujours le moins cher. Et donc, moi, je donne ma voix au papy qui est là depuis 30 ans dans l'immeuble, qui il faut repeindre. Vas-y, tiens, prends, tu peux voter pour moi. Tu vas faire des travaux. Moi, je vais même pas aux assemblées générales parce que les assemblées générales dans des immeubles de rapport où il y a 50, 60, 100 unités, c'est striptease. Tu vois, je sais pas si tu te souviens de l'émission Striptease sur la FTBF qui filmait vraiment la lie de la société, tu vois, pour être très cru. Bah, c'est ça, non, les assemblées générales, c'est dur. Hein. Les gens se disputent. Non, mais c'est toi. Non, c'est toi. Déjà l'année passée, t'avais pas voté, ça s'engueule, tu dis, je veux pas savoir. Mais donc, ouais, moi, j'achète des petites unités dans des grosses copros. La seule chose que je vérifie toujours, c'est les PV d'AG. Soit l'immeuble est entièrement refait, c'est très bien. Et alors, je regarde où on en est dans le remboursement des travaux. Si on est au début du remboursement, je négocie fort le prix d'achat. Et ça me dérange pas de payer mes charges parce que j'ai bien acheté. Et donc, indirectement, ça aurait été dans ma mensualité. Soit les travaux sont bien avancés, c'est génial, non, je m'en fous, je négocie moins. Soit l'immeuble est en très mauvais état et les travaux ont été votés. Je regarde le fonds de réserve, combien ça va me coûter tous les mois. Là, je négocie le prix. Là où j'achète jamais, c'est quand rien n'est fait. Il est en mauvais état et en plus, il n'y a même pas de discussion, on vote pas. Ça veut dire qu'il y a toujours des gars qui votent jamais, qui veulent pas payer, c'est le problème. Donc, jamais un truc où il se passe rien. Ça peut être en mauvais état, on a tout réglé et ça arrive, c'est très bien. Ça peut être en très bon état et on doit payer, c'est très bien, c'est en ordre. Donc, c'est bien d'analyser les PV d'AG avant pour savoir combien je vais payer réellement, pendant combien de temps. Comme ça, je peux faire mon calcul et négocier le prix derrière. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je délègue tout ça. Comme ça, on m'appelle. On m'appelle pas pour des travaux. Moi, je mets même une gestion locative sur mes biens. Ouais. Parce que le week-end, quand je suis chez moi à la maison, devant Netflix, hier, j'ai passé la journée avec ma fille à Péridaïsa. Tu vois, s'il y a un problème de chaudière, de je sais pas quoi, on m'appelle, je suis là devant King Kong en train de faire t'as vu les mignons, puis on m'appelle, je dois régler un truc. Tu vis pas t'es plus dedans, ça va pas, puis ta femme te regarde de travers. Ouais, on est là en famille, tu vois. Et donc, moi, je délègue tout ça, ça me coûte plus cher, mais il y a une tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit, je trouve que ça vaut un prix qu'on ne sait pas. C'est quoi le pourcentage ? C'est 8%. 8%, mais aujourd'hui, je travaille quand même. Donc, que je gagne 100 balles de cash flow ou zéro. Ouais, l'épargne long terme. Voilà, c'est pas ça qui change directement. Ton bien prend en plus-value sur le côté. Du coup, plus que 100 € par mois, tu vois. Oui. Donc, je préfère déléguer ça pour avoir la tranquillité d'esprit. En plus, il y a une société professionnelle derrière. Ce qui veut dire que mon locataire, au moment où je le mets dans mon appartement, je lui dis qu'il y a une gestion locative. Donc, c'est-à-dire qu'il a un service 5 étoiles, contrairement à d'autres apparts, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'il a un problème, il doit appeler ce numéro-là. Ce numéro-là doit lui répondre dans les 24 heures. Évidemment, pas toujours la réponse dans la minute, mais laissez-lui 24 heures pour vous répondre et vous apporter une solution. Si jamais il n'y a pas, vous m'appelez parce que moi, j'appelle le gars que je paye pour gérer mon bien, tu vois. Et donc, mes locataires sont quand même très contents du service. Ils payent tous à temps. J'ai jamais eu de locataires qui ne m'ont pas payé parce que mes appartements sont entièrement rénovés. Donc, tout fonctionne, tout est beau, tout est agréable. Et il y a un service. Donc, dès qu'il y a un problème, ils ont une réponse, tu vois. Ça, c'est très important. Si on ne veut pas payer de gestion locative, il faut être ultra réactif. Et ça, c'est très important pour que le locataire reste bien chez soi, quoi. Et puis, il faut voir aussi où se trouve ton bien. C'est sûr que si tu habites Bruxelles, tu investis à Liège ou à Mons. Actif. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai investi que à Bruxelles. Déjà, j'ai investi que là où je connais. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est investissez là où vous connaissez. Si vous avez grandi à Mons, investissez à Mons. Si vous avez grandi à Liège, investissez à Liège. Vous avez invité Laurent Schmitt il n'y a pas longtemps. C'est une bête sur Liège. Il a grandi là-bas, il connaît super bien. Il massacre le marché de Liège, tu vois. Moi, je fais la même chose sur Bruxelles. Parce que je connais, et d'une rue à l'autre, c'est pas le même délire. Tu vois, à Charleroi, les gens qui disent « Oh, je suis à Charleroi ». À Charleroi, d'une rue à plein de rues, c'est de plus en plus compliqué, tu vois. Donc, il faut quand même connaître où tu achètes et savoir quel est le mindset du quartier. Tu vois, à Saint-Gilles, il y a des quartiers qui sont moins bien, puis il y a des quartiers, je vais prendre pour les Bruxellois, j'ai été manger un très chouette resto, place de Londres. T'es à
200 mètres de Matongué, je crois. Là, place de Londres, tu as tous les bobos écolos du quartier qui sont là. Et ils sont en été en train de boire des cocktails et tous les bobos écolos qui sont là. Là, acheter là, tu vois, c'est génial. Mais si tu connais pas, tu vas voir la carte, tu dis c'est peut-être moins bien et tout. Mais en vrai, non, il y a des quartiers, des rues de dingue. Et donc ça, tu ne le sais que si tu connais le quartier, que tu as déjà vécu, que tu es déjà passé par là. Donc il faut acheter là où on connaît. Ouais, et puis si tu te renseignes aussi, il y a parfois des améliorations dans le quartier. On le voit rien qu'avec le canal, ils sont en train de construire à tout va. Ah ouais, ça, c'est très positif pour tous les riverains, hein, tous ceux qui habitent à Tour et Taxi. Là, il y en a qui ont vendu, ils se sont dit, regarde là, on peut vendre les prix. Après, il y a l'autre partie de gens. Je me souviens, j'avais une discussion sur c'est TikTok. Hein, sur TikTok, les gens, ils sont très révoltés. Il y a un gars qui faisait une pétition contre Tour et Taxi, qui disait que c'était des voleurs et que les prix avaient augmenté et tout. Ben, ouais, malheureusement, pour qu'une ville fonctionne, ben, il faut construire, il faut créer du logement parce qu'on a besoin de logement. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? J'en sais rien, mais en tout cas, tous les propriétaires du quartier, ben, ils ont gagné de l'argent, tu vois. Et donc, tu te plains parce que les locations sont plus chères, mais il y a plein de gens qui ont vendu avec nous qui étaient très contents de vendre. Qui ont surtout pris le risque de rentrer quand il n'y avait personne. Oui, aussi, ouais. Donc, c'est très important de connaître les quartiers. Et oui, on peut aller sur Bruxelles Environnement. Sur Bruxelles Environnement, on voit tous les développements de quartiers, tous les projets qu'ils ont. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine de regarder un petit peu. Après, nous, agents immobiliers, on sait ce qui se passe, mais contrairement aux gens qui ne sont pas dans le métier, ça prend pas très longtemps de voir ce qui va se passer dans le quartier. Et parlons justement dossier bancaire, vu que tu as travaillé justement en banque. Est-ce que tu as des conseils justement pour ceux qui souhaitent acheter, c'est peut-être leur premier bien, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place justement au niveau de leur dossier pour que ce soit plus facilement accepté si jamais ils ont évidemment les capacités d'emprunt et autres? C'est pas très compliqué, hein, parce que déjà, le banquier va te dire les documents qu'il a besoin, mais ce qu'il te faut, c'est tes fiches de paye, évidemment, le montant en fonds propres que tu as. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui donnent des informations gratuites sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir calculer sa capacité d'emprunt. Comme ça, quand tu vas faire ta demande en banquier, il ne se dit pas quel débile j'ai en face de moi, là, tu vois. Parce que si tu gagnes 2 500 € par mois, tu as 10 000 € de côté et que tu veux acheter une maison 600 000, il va te dire non, gars, c'est pas possible. Tu vois, par contre, si tu viens, pour utiliser des chiffres concrets, aujourd'hui, sur 25 ans, 100 000 €, c'est plus ou moins 520 € de mensualité. Donc, si tu veux emprunter 300 000 €, ben, tu fais 520 x 3, ça te fait une mensualité de 1 560 €, plus ou moins. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller chez le banquier pour savoir combien tu vas payer. Je parle du premier bien, parce que le deuxième bien, après, en général, il prête sur 20 ans. Et là, on est à 600 € par 100 000 empruntés. Donc, tu sais quelle est la mensualité. Et comment tu peux calculer le fait que ta mensualité va être acceptée ou pas? Ben, c'est très simple. Tu la multiplies par 2 et il faut que ton revenu soit supérieur à ça. Donc, si tu as une mensualité de 1 500 € par mois, ben, il faut que tu gagnes au moins 3 000 €. Sinon, la banque te suit pas. La banque te prête 50% de tes revenus. Plus ou moins. Mais comme ça tu as déjà une idée. Voilà, mais comme ça, tu as déjà une idée. Tu sais combien tu gagnes, tu sais combien la banque va te prêter. Ben, ça veut dire que tu sais, en fonction de l'apport, quel est le prix de l'appartement que tu peux acheter. Et donc, comme ça, tu vas simplement chez le banquier en disant, ben voilà les fonds propres que j'ai, voilà les revenus qu'on a, voilà le type de bien qu'on aimerait bien acheter. Est-ce que vous pouvez valider que, lui, il va faire le calcul, il va dire, ben oui, c'est très bien, allez-y, faites-moi l'offre. Dès que vous avez l'offre, on lance des démarches. Tu vois, il dit, j'ai un gars. Qui a déjà fait ses devoirs, quoi, complètement. Ouais. Donc, ça, c'est juste pour valider le fait que je peux me financer à ce prix-là. On fait les recherches et on fait son offre. Une fois qu'on a l'offre, c'est simplement, il faut envoyer l'offre au banquier. Là, les dernières fiches de salaire, en général, c'est les 3 dernières fiches de salaire. Si on est indépendant, l'attestation est très drôle. Là, si on est indépendant, il faut l'être depuis 2-3 ans normalement, sauf si c'est une continuité de son job. Je suis employé IT, tu vois, je gagne bien et je passe indépendant dans la même boîte, juste pour augmenter mes revenus. Parce qu'à un moment donné, la boîte ne te paye pas à l'infini en tant qu'employé, tu vois. Là, tu peux montrer, voilà, mais j'ai un contrat avec la même boîte, voilà ce qu'on va me facturer, c'est bon, ça passe, tu vois. Donc, il faut aussi aider le banquier dans des situations plus complexes. On sait bien que tous les indépendants ne facturent pas assez. Là, c'est la faute un peu des experts comptables, parce que eux, leur job, c'est de faire en sorte qu'on paye le moins d'impôts possible. Tu vois, leur job, on a l'impression que j'ai payé mon expert comptable et lui, il doit faire en sorte que je paye le moins d'impôts possible. C'est bien, mais de temps en temps, payer l'impôt, ça fait partie du jeu et il ne faut pas oublier de se payer un salaire qui me permet d'être bankable aussi, tu vois. Mais parfois, il y a des montages qui sont intéressants. Je me paye un petit salaire, mais je sais que je vais me verser des gros dividendes cette année. Tu le prépares. Tu dis, voilà le business plan, voilà les dividendes que je vais me verser. Ça fait X milliers d'euros en plus par mois. Tu as déjà fait l'explication au banquier. Il dit, ok, je comprends. Parce que comme quand tu vas chez le banquier, il y a 3 options. Vert, il peut valider ton crédit directement. Orange, il doit demander
une validation à l'expert crédit qui est au siège. Si l'expert crédit qui est au siège, il n'a pas un dossier complet, il te met rouge direct. Tu vois. Par contre, s'il voit un dossier, il dit ok, j'ai les fiches de salaire, c'est pas terrible, mais explication, ok, ça c'est bien, ça me paraît bien, effort en fonds propres, c'est top. Et madame ou monsieur est employé, il gagne. Et en plus, l'expertise de la banque voit qu'on a estimé le bien à 300 000, je l'ai acheté à 290. En plus, c'est bien, il a bien négocié. Un dossier, c'est pas très complexe, mais il faut juste tout petit peu d'effort et pas dire au banquier, mais enfin, vous savez qu'on fait du black quand on est indépendant. Ça, c'est la pire réponse du monde. Ça. Sur ce point-là, par exemple, moi, je suis expert comptable et je sais que, on va dire, 90% de mes clients, je les drive dès le départ parce que je leur dis, vous ne serez pas millionnaire en prenant un salaire. Par contre, vous pouvez être millionnaire en développant un parc immobilier. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de mettre un salaire de 1 000 € qui va te bloquer, tu ne vas pas pouvoir avoir accès au crédit. Et quand tu devras acheter ta résidence principale, on doit commencer à aller augmenter tes salaires en dernière minute qui seront de toute manière pas pris en compte par la banque. Et donc, ça se travaille. Donc, je leur demande qu'est-ce que vous avez besoin en net pour être vraiment confortable. Et en fonction de ça, on optimalise le mieux possible tout en restant logique par rapport aux capacités d'investissement. Je sais qu'en mettant ce salaire-là, on peut prétendre à un certain crédit au départ qui va pouvoir être augmenté parce qu'il y aura des dividendes qui seront versés de manière récurrente par la suite. Et donc, là, c'est un travail qui se fait en amont, mais il faut aussi l'impulsion du client parce que parfois, le client, il se dit oh, c'est le comptable qui va tout gérer, mais si lui-même ne nous dit pas quelque part quelle est sa ligne directive, vers quoi il va, s'il veut juste claquer, s'il veut vraiment constituer quelque chose, et à ce moment-là, nous, on fait le nécessaire pour faciliter la tâche. Là, tu mets le point sur quelque chose de juste. C'est cette jeune qui nous disait ça toujours. Elle dit, tu vois, quand tu vas chez le coiffeur, si tu lui dis, vas-y, coupe-moi les cheveux. Let's go. Ouais, il peut te mettre la boule à Z, il peut te faire des dreads, il fait ce que tu veux, tu vois. À un moment donné, quand tu vas chez le coiffeur, tu dis, ah, mais tu vois, j'aime bien cette coupe-là, est-ce que tu peux la faire? Il va faire plus ou moins. Quand tu vas chez le banquier, chez l'expert, il faut que tu sois un tout petit peu conscient de comment l'expert ou le banquier peut t'aider, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à d'autres gens, il y a plein d'infos qui, tu n'es pas tout à coup un expert dans le domaine parce que tu as écouté quelques podcasts, mais tu dis, ah oui, c'est vrai, ça j'avais déjà entendu. Tu poses la question à l'expert comptable, tu dis, tiens, en fait, on peut faire ça. Ah, mais oui, on peut faire ça. Et puis l'expert dit, ah, mais tiens, j'ai un gars un tout petit peu instruit, c'est chouette. Et alors, il va être un petit peu plus impliqué. Parce que quand tu vas à la banque ou chez l'expert, tu connais rien. Tu dis, ah, moi, je connais rien, vous pouvez faire. Ouais, tu sens déjà le dossier casse-couille. Tu fais le classique, donc tu ne te casses pas la tête. Là, le gars qui s'est un peu intéressé, tu sais, tu es valorisé. Hein. Je te pose des questions sur l'expert comptable. Et il dit, ah, chouette. Et tu as envie de parler, puisque c'est ton métier. Ouais. En plus, expert comptable, on est toujours indépendant. Tu vois, c'est chouette de parler de sa passion, tu vois. Donc, les gens qui font appel à des services, que ce soit le coiffeur, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit l'expert comptable, le banquier, légèrement un tout petit peu s'intéresser, ça va faciliter le partenariat et ça va améliorer le travail de la personne en face de soi. On oublie, mais bon, il y a le côté humain. C'est sûr que la personne en face de toi, si tu n'es pas impliqué, elle ne va pas s'impliquer pour toi. Quoi. En plus, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'ai une cliente, une cardiologue. Ça fait peut-être 15-20 ans qu'elle travaille au poste. Et tout d'un coup, Erasme lui propose de passer en indépendante. Et donc, elle vient me voir avec toute contente parce qu'on lui a proposé de facturer 30 000 balles par mois. Elle me demande d'analyser si elle prend ou pas. Donc, je fais l'analyse et je lui dis non. Mais pourquoi? C'est quand même beaucoup, 30 000 balles. Et je lui dis, premièrement, qu'est-ce que tu fais avec ton salaire quand tu reçois 9 000 balles net tous les mois? Je claque tout. Tu veux faire quoi en société avec 30 000? Tu vas tout claquer, donc ça reviendra au même. Et en plus, il y avait une petite clause dans son contrat qui le montant que l'hôpital cotisait pour elle en épargne pension. Et elle ne savait même pas le montant. Et c'est en dernière minute, je me dis, je vais quand même aller vérifier dans MyPension combien il y a. Et donc, je me connecte avec sa carte d'identité, MyPension. L'hôpital, en 15 ans, ils ont cotisé 600 000 € d'épargne pension pour elle. Et cette clause-là n'apparaissait nulle part dans l'offre à 30 000 balles qu'on lui proposait maintenant. Donc, elle ne doit pas bouger de son poste. Les gens doivent analyser. Et c'est important qu'ils s'instruisent un tout petit peu de leur côté avant de faire appel. Tu sais, bêtement, tu fais des travaux chez toi à la maison principale. Tu fais des comparables. Enfin, tu vois, tu appelles plusieurs entrepreneurs. Tu es intéressé parce que c'est pour toi. Mais pour plein d'autres choses, les gens vont pas. Ils pensent toujours que, tiens, je lui donne, je te paye, hein, tu vas quand même le faire. Et ils ne s'intéressent pas du tout au job. Ça, c'est très important de challenger. C'est vrai que tu en as, niveau investissement, qui ne sont pas impliqués parce que ça ne les intéresse pas. Mais c'est quand même incroyable. Je connais des personnes, sans les citer, mais qui, quand je discute avec, ma compagne, par exemple, c'est vrai que c'est un peu le yin et le yang. Et moi, je suis très, justement, à découvrir, à m'intéresser énormément. Et qu'elle, je lui dis, mais viens, on pourrait faire ça, ça, ça. Elle dit,
Elle, et d'un côté, on peut pas critiquer. Elle, par exemple, c'est plus famille, poser, profiter et tout. Et c'est vrai que ça dépend Moi, de je peux chacun. comprendre quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, tu vois, parce que ça génère un stress, tu vois. Comme dans tout, dans la vie, tu gagnes jamais d'argent sans être un petit peu démené, tu vois, ça n'existe pas, tu vois. Sauf si tu as gagné au loto, mais même il a fallu aller acheter le ticket, gratter et rêver la nuit de dire j'ai gagné, tu vois. La personne qui a gagné, elle a joué Ouais, d'années avant. Tout le monde, tous ceux qui gagnent de l'argent, ils ont fait quelque chose pour le gagner. Et l'investissement immobilier, c'est stressant, il faut se déplacer, il faut aller visiter, il faut faire des travaux. Tiens, est-ce qu'un entrepreneur va bien faire ça et tout? Il y a un stress. Donc, je peux comprendre les gens qui ne veulent pas le faire. Mais les gens qui sont intéressés, en tout cas, normalement, les gens qui nous suivent, c'est qu'ils ont quand même envie de le faire, intérêt de le faire. Mais chaque fois qu'ils font appel à un corps de métier, aujourd'hui, en plus, on y pose 2-3 questions, on est presque experts, tu vois. Complètement. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts d'être un tout petit peu instruit avant que la personne du milieu vienne le faire, quoi. Je ne dis pas qu'on est expert, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'autres gens, mais au moins, on peut discuter du même langage, quoi. Avec de savoir de quoi on parle, hein. Juste, t'es pas obligé de tout connaître, même. Ouais, minimum. Sûr que sinon, c'est un peu la personne, justement, la madame qui va aller à la concession et puis le garagiste va se dire, à mon avis, elle y connaît rien. Et puis après, tu reçois une facture carabinée parce que tu t'es pas renseigné un peu avant. Donc, en IMO, c'est un peu pareil. C'est renseigne-toi au minimum pour éviter. Comme quand tu appelles ton plombier, il y a un problème de chauffage ou de chaudière. Tout le monde dit ah, mais j'y connais rien, je fais confiance. Il se dit ouais, ok, c'est bon. Là, je lui mets tous les problèmes, tu vois. Donc, tu vas un peu sur chat. C'est malsain, mais c'est la réalité. C'est la réalité, ouais. Et là, il peut pas te la faire inverse. Tu te sors 2-3 mots de vocabulaire, il se dit, ah bon, lui, il connaît. Donc, c'est des petits détails, mais c'est comme dans tout. Il faut un tout petit peu s'intéresser, ça améliore tout. Et donc, dans l'investissement immobilier, pour revenir, si on est un tout petit peu intéressé, on va peut-être pouvoir mieux négocier le prix, on va peut-être mieux discuter avec son banquier qui aura peut-être une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Parce que tout le monde est mieux impliqué. L'entrepreneur qui va être content, il va dire, ah, lui, il est quand même chouette. Allez, je fais encore 1 000 € de réduit, que j'en sais rien. Il va peut-être mettre un truc qui s'était abîmé, il l'aurait facturé à quelqu'un d'autre. Là, il dit, bon, c'est ma faute, vas-y, je le mets. C'est des petits détails, mais au final, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne des relations. C'est beaucoup mieux. Ouais, il y a tellement de postes qu'au final, t'optimises un petit truc par-ci par-là. Au final, t'es gagnant tôt ou tard, quoi. Et si jamais, imaginons, on te file 100 000 €, t'as rien d'autre, c'est quoi ta stratégie? Exactement la même que ce que j'ai fait là, puisque j'avais 80 000 €. Donc, avec 100 000 €, je suis locataire de mon bien si j'ai besoin d'un grand bien ou d'un bien luxueux. Ça, c'est très important parce que il ne faut pas d'office être locataire de son bien. Si je suis célibataire et que je suis content dans un studio, je l'achète. Parce que les petites unités sont très rentables pour le propriétaire, pas pour le locataire. Donc, si je vis dans une petite unité, autant l'acheter et autant vivre dedans. Moi, j'ai besoin d'un grand espace et j'ai envie d'être dans des beaux quartiers. Donc, ça me coûte cher, donc je suis locataire. Donc, tu me donnes 100 000 € aujourd'hui, déjà, je te dis merci. Et donc, je pars de zéro, je loue un bien. Avec les 100 000 €, ce que je fais, c'est que je vais à la banque, je vais d'abord fouiller sur Imovlan, Imoweb, parler à tout le monde autour de moi en disant « Ah putain, j'ai reçu de l'argent, trop sympa, j'ai été... Cadeau. J'ai vraiment upgradé mon talent, il est payé super cher aujourd'hui. » Et donc, j'en parle à tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, et aujourd'hui, les gens sont trop gênés de parler d'argent ou sont trop gênés de dire « Ouais, moi, je fais de l'investissement immobilier, j'essaye d'acheter un bien par an. » Moi, aujourd'hui, je le dis très ouvertement puisque je fais des podcasts et tout, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Ah Ken, j'ai un studio et tout, ça t'intéresse ?» Bon, des fois, ça ne m'intéresse pas du tout, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, j'ai un truc ici, il y a Bobonne qui vend. Moi, je ne sais pas l'acheter, tu le veux, tu me files 1 000 balles, 10 000 balles, en fonction du prix. » Tu sais, les gens, ils cèdent. Hein. Ouais, tu prends, tu vois. Et donc, il faut en parler autour de soi, franchement, plus possible, parce qu'il y a plein de gens qui le font. Tu vois, on a un pote commun, Louis Jones, qui est venu chez vous. Nous, on avait déjà parlé à un Noël à table. Il était en face de moi. On a parlé un peu IMO, mais on ne se connaissait pas. Donc, j'étais là. Ce qu'il veut en parler, ce qu'il veut pas en parler, ce que je vais le faire chier. Donc on a un peu parlé vite fait, mais pas plus, tu vois. Mais maintenant, je sais que lui, il est investisseur, donc peut-être un jour, on sera à table. Je dis, ah Louis, putain, j'ai un truc sympa, ça t'intéresse, peut-être qu'il va acheter grâce à moi, ou inversement, tu vois. Et donc, c'est très important d'en parler autour de soi. Et donc, pour revenir à ta question, je trouve un truc, soit tu as un studio d'au moins 30 mètres carrés, soit tu as une chambre, parce qu'en dessous des 28 mètres carrés, on est dans des cotes, il n'y a pas toujours le permis de location, il faut le demander, on ne peut pas se domicilier, c'est chiant. Toutes les banques ne le financent pas. Donc, minimum 30 mètres carrés et une chambre, ça c'est chouette aussi, et en mauvais état. D'office, acheter quelque chose. Ouais, d'office, ça on le sait, qu'il faut absolument retaper. Et ça peut être tout. Les gens disent, ah, il y a trop de travaux, on s'en fout qu'il y ait trop de travaux. Tant mieux qu'il y ait trop de travaux, parce que je vais apporter une vraie plus-value. Et les gens qui disent, ah, je veux juste faire la cuisine, moi. Ben non, tu fais quand même la cuisine, fais tout, tu vois. Parce que dans une petite unité, les travaux, ça dure 1 mois ou 2 maximum, tu vois. Dépasse jamais ça, puisqu'en mètre carré, le gars, il a mis ton sol en une après-midi. La cuisine, il a enlevé une après-midi aussi. Tu vois, ça va super vite. Donc, ouais, travaux au maximum.
En fonction de ta situation familiale, tu peux aider la banque un peu. Tu vois, si tu es célibataire, que tu commences, tu dis, voilà, moi, je vais acheter un studio dans lequel j'aimerais me domicilier. Comme c'est un achat pour vivre, la banque va te prêter 100% de ton premier bien. Hors frais, évidemment, et tu ne prends pas l'abattement. Ça, c'est très important de ne pas prendre les droits d'enregistrement si je sais que je ne vais pas me domicilier dedans. Ouais. Parce que ça coûte cher. Il faut rembourser, il faut une amende, et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, vraiment, il ne faut pas tricher. Même si vous vous dites, ouais, mais je déclarerai, ma vie a changé, je vais me déplacer. Je te le dis parce que moi, je l'ai fait. Sur mon premier bien, j'ai acheté un bien dans lequel je voulais vraiment me domicilier. Puis j'ai rencontré ma femme et je me dis, oh, putain, elle a un appartement qui coûte 400 balles. Bon, tu sais quoi, je vais aller vivre là-bas. Pendant 2 ans, je vais mettre en location parce qu'à Bruxelles, tu as 2 ans pour domicilier dedans. Maintenant, c'est passé à 3 ans pour se domicilier dans le bien. Je me dis, on va faire 2 ans là-bas et dans 2 ans, on ira se domicilier là. Sauf que dans les 2 ans, elle tombe enceinte. Je dis, ah merde, on peut plus, tu vois. Et donc, moi, j'ai appelé le fisc en disant, tiens, finalement, malheureusement, je ne vais pas savoir me domicilier dedans parce que ma situation a changé et tout. Ils m'ont dit, on s'en fout, tu vas payer quand même. Et donc, je me suis dit, tu sais, c'est proactif. C'est quand même une raison valable de ne pas pouvoir se domicilier dedans. J'ai un enfant en plus. C'était après Covid. Ouais, c'était après Covid. Ils avaient plus de sous. Tu vas payer. Et je dis, mais en fait, c'est dégueulasse, c'est pas ma faute. Enfin, si, c'est un peu ma faute si j'ai un gosse. Surtout qui était voulu, c'est pas genre. Ouais, non, j'en vois. Je dis, mais enfin, c'est ce changement familial. On peut pas aller vivre avec des enfants. Surtout que j'avais déjà une fille à mi-temps, tu vois, puisque du premier couple. Là, on était à 3,5, tu vois. Je dis, on peut pas vivre dans une chambre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste rembourser? Non, j'ai dû rembourser plus une amende. Amende salée? Non, heureusement, c'était l'appartement avec l'amphithéose. Donc, j'avais payé moins de droits d'enregistrement. Parce que c'est diminué, tu payes les droits, je ne vais pas détailler le truc ici, mais c'était intéressant, tu vois. Donc, pas tricher avec ça. Donc, tu peux dire à la banque que tu vas te domicilier dedans, et puis entre-temps, tu changes d'avis, tu vois, c'est pas très grave. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre 30 000 sur la table pour les frais, plus ou moins, hein, sur une petite unité, en général, c'est maximum ça. Et puis, tu vas le mettre en location, et ce qu'il faut absolument faire, ce que beaucoup de gens oublient, c'est de faire une seule enveloppe pour ton projet. C'est-à-dire, une enveloppe pour l'achat de l'appartement, c'est la même que les travaux. Parce que tu as des banques qui te financent l'achat d'appartement. Le jour de là que tu rembourses déjà capital et intérêt. Et puis tu as l'enveloppe travaux. Tant que tu ne l'as pas utilisé, tu payes que des intérêts sur les travaux. Dans un studio, c'est 20 000 balles, des intérêts sur 20 000 ou le capital et intérêt. Ça ne change pas grand-chose, tu vois. Par contre, si tu as une enveloppe de, on va dire, 170 à part tes travaux compris, que tu n'as utilisé que 165, tu vas payer des intérêts sur les 165 et tu peux faire ça pendant 2 ans. Et donc, au lieu d'avoir une mensualité de 850 balles, tu auras une mensualité de 400 € par mois. Mais ton appart, tu le mets à 850 €, tu prends 450 € net tous les mois, pendant 2 ans. Ça veut dire que tu vas te faire 10 000 € de capital en 2 ans de temps. Tu n'as pas encore remboursé ton appartement, tu n'as pas encore remboursé de capital, mais comme il était éclaté et que tu as fait des travaux, tu as déjà pris une plus-value. Complètement, ouais. En plus, tu as indexé la première année, tu as indexé la deuxième année, et ce qui veut dire que à partir du moment où après 2 ans, la banque dit, maintenant, il faut rembourser capital. Mais cette mensualité-là, qui est de 850 €, ton loyer qui était à 850, il est passé à 870, à 800. Et donc, tu es en cash flow zéro, parce que tu es un petit peu supérieur, mais il y a ton précompte immobilier et les charges. Donc, ça te coûte rien. Donc, ça, c'est sur le premier. Et puis, tu fais revaloriser ton bien après travaux. Et ils vont te dire, vous aviez acheté, tout frais compris, 170. Aujourd'hui, il vaut 200 000. Donc, ça veut dire que tu as une plus-value de 60 000 puisque tu avais mis 30 000 € sur la table. Hein. Donc, c'est frais, travaux compris, la transaction de 170. Tu as dû mettre 30 000 sur la table. Tu as un solde restant de 140. Aujourd'hui, il est valorisé à 200. Tout à coup, tu as 60 000 € d'efforts propres pour un nouvel achat. À quoi ça sert ces 60 000 ? C'est pour respecter la case quotité. Aujourd'hui, quand la banque te finance un truc, elle vérifie 2 choses. 1, ta capacité à payer la mensualité, comme on a dit au début du podcast. Et 2, qu'est-ce que tu finances par rapport à la valeur de ton bien, de ton patrimoine. Et donc, une fois que tu es sur un deuxième bien, la banque va te financer maximum 80% de ton patrimoine. Donc, si tu as un bien qui vaut aujourd'hui 200 000 et que le nouvel achat, c'est exactement le même, c'est 120 plus 30 plus 20, tu vois. Ça veut dire que ton nouvel achat, il est valorisé à 140, 120 plus les 20 000 de travaux. Les 30, ils ne valent rien, ils sont perdus. Donc, on va mettre 200 plus 140, tu es à 340 de valeur immobilière, la banque, elle va te prêter 80% des 340. Donc, si j'enlève 20%, ça fait 68 000. Donc, je suis à plus ou moins, on va dire 270 000 € de crédit potentiel. J'ai un solde restant dû 240. OK, on se souvient sur le premier achat. Là, je peux faire un crédit de maximum 130. Ma transaction, elle est de
170, je dois mettre 40 000 sur la table pour faire le nouvel achat. Donc sur le premier, j'ai mis 30, sur le deuxième, j'ai mis 40 et j'ai encore 30 000 de dispo. Plus, pendant 2 ans de temps, 10 000 sur le premier, 10 000 sur le deuxième, puisque je fais la même structure de crédit. Ouais. Okay. Même truc, lui, il a été indexé de 2 fois le loyer, l'autre, il a été indexé de 1 fois le loyer, parce que je fais temps zéro. Première année, j'achète le deuxième. Troisième année, j'achète le troisième. Lui, il était expertisé à 200 000. Avec l'indexation, il est peut-être expertisé à 210 000, parce que l'immobilier augmente d'année en année. Le premier, il est expertisé à 200 000. Donc, j'ai à 200, plus 210, je suis déjà à 410. Puis, je vais rajouter un nouvel achat. Et là, de nouveau, sur cette totalité-là, on finance 80%. Et donc, je sais quel est l'apport que je peux faire. Et donc, comme ça, en fait, tu fais en boule de neige. Chaque fois que tu mets du capital dedans de manière conséquente, que tu délègues bien tes travaux, que tu délègues la gestion locative, je conseille de déléguer des parts qualifiées de professionnels de l'immobilier. Donc, tu dois, sur chaque transaction, mettre du capital, bien déléguer tes travaux, bien déléguer le fait de trouver un locataire et la gestion locative. Et en fait, tu as fait de la gestion de ton patrimoine de manière non professionnelle, puisque tu n'as pas dépensé de temps. Si tu fais tout toi-même, le juge de paix va dire vous êtes au chômage, monsieur, vous avez quand même mis 3 biens en location, vous avez fait tous les travaux vous-même, vous n'avez pas de facture à un moment donné. T'es pro. Par contre, moi, si je dis mais j'ai facturé tout ça, j'ai utilisé un entrepreneur, j'ai payé Winvest pour me trouver un locataire, j'ai payé Wimanage pour trouver une gestion locative, pour faire la gestion locative. Moi, je n'ai pas dépensé d'heures. Donc, si vous estimez que je suis un professionnel, il faut payer très cher de l'heure, tu vois, puisque je n'ai pas dépensé de temps. Si ce n'est avoir été visité, faire l'offre, c'est gestionnaire de patrimoine le fait. Tu vois. Complètement. Donc ça, c'est aussi important quand on fait de l'investissement immobilier et qu'on se génère un patrimoine, d'avoir une histoire claire, qu'on puisse défendre si jamais il y a un contrôle où ils veulent nous requalifier de professionnels de l'immobilier. Il faut pouvoir toujours, parce que après, c'est de laisser à l'appréciation d'un juge de paix, s'il se rend compte qu'il dit non, c'est bien joué, en plus, tu as tout délégué, tu as fait travailler des gens, toi, tu n'as pas pris de temps. Difficile de requalifier quelqu'un de professionnel là-dedans. C'est pour ça que moi, je ne fais pas d'Airbnb, pas de colocation, pas de co-living, pas d'achat-revente. Je suis vraiment dans la location classique, de bien retaper qualitatif. Je mets des gens qui ont besoin de se loger, tu vois. Donc, je joue le jeu aussi de l'État aujourd'hui, surtout qu'on est dans un État de plus en plus socialiste, voire communiste, dans certaines décisions politiques, tu vois. Et il faut le savoir, c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc, il faut s'adapter. Et le chemin que moi, je prends, en vrai, ne va jamais disparaître. Tu vois, les gens auront toujours besoin de se loger. Par contre, est-ce qu'on va continuer à accepter du Airbnb, des options pour parler d'Attila et de nos concurrents, les options accessibles sont vouées à disparaître à un moment donné aussi, parce que tout ce qui permet à des gens de s'enrichir sur le dos de gens qui ont du mal à se loger, ça ne va pas durer encore très longtemps. Tandis que la location classique, ça, l'État n'a jamais dit ça, on ne veut plus. Non, ils ont besoin. Pas quel système. Ils ont besoin du privé pour pouvoir loger les gens, parce que l'État ne sait pas le faire tout seul. Ce qu'ils veulent, ils veulent plus des gens qui faussent les prix. Et ça, Airbnb, achat-revente, tout ça fausse les prix. Et je voulais rebondir justement sur la franchise en capital. Parfois, c'est dangereux pour certains, parce que moi, je l'ai déjà vu. Si tu veux, ils se lancent pour la première opération. Franchise en capital, 2 ans. Le cash flow, c'est all-in, ça dépense. Et ensuite, deuxième opération, ils refont la même chose. Et à partir de la troisième, ça commence à coincer. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas mis l'argent de côté. Il n'y a pas d'argent de côté. Il n'y a aucune épargne. Quand tu fais un dossier chez le banquier, tu te retrouves avec des crédits full capital. Tu n'as rien remboursé sur 4 ans. Ça devient problématique. Et la majorité d'entre eux se retrouvent dans une situation où ils doivent vendre carrément un lot pour pouvoir se refaire une capacité financière pour retourner sur d'autres choses. Ouais, ça, c'est le problème. Il faut être organisé, structuré et se dire, voilà, moi, j'avais une capacité de payer 1 500 € par mois mon logement. Si, grâce à mes revenus, je ne paye que 1 000, c'est pas pour dépenser tout le reste. Les 500 que j'ai gagnés grâce à mon montage, je les mets de côté. Et c'est un conseil que je donne, mais moi, je dépense énormément d'argent. Et si j'étais un peu plus organisé, comme je le dis maintenant, j'aurais peut-être sans doute, c'est sûr, un appart en plus aujourd'hui. Mais j'aime partir en vacances, aller au resto. Profiter aussi. Ouais, je profite beaucoup, tu vois. Mais c'est sûr que, heureusement, moi, j'ai de la chance de bien gagner ma vie professionnellement parlant. Donc, je dépense, le mois d'après, c'est remboursé. Ouais. Mais si tu es employé et que ton salaire n'augmente pas malgré que tu travailles bien ou pas, moi, si j'ai un mois dur, je dis, putain, allez, je vais donner un peu des formations en plus et je peux aller me chercher des sous en tant qu'indépendant. Ça dépend que de toi de faire des sous. Quand tu es employé, il faut être un petit peu plus organisé et plus rigoureux dans l'épargne que tu te mets toi-même, quoi. Ouais, complètement. À force de poser tout le temps les mêmes questions à différentes personnes, ceux qui sont un peu smart, encore une fois, qui s'intéressent, ils peuvent
recroiser, de se dire, mais en Ah fait, ouais. tout le monde dit toujours cette réponse-là, c'est qu'au final, il y a quelque Ouais, chose je- derrière. Donc, intéressant. Laurent Schmitt, qu'on a vu à l'event que vous avez fait Ouais, à ouais. Beobank. Bah, lui, il fait sa cam à Liège, moi, je fais à Bruxelles. Et puis, quand on a discuté, en vrai, on fait la même chose. Tu vois. À un moment donné, ils font les mêmes délires. Après, même si tu fais de la coloc, du co-living et tout, bah, on achète toujours des trucs éclatés. On finance de la même manière. C'est un peu ça le délire. Après, si tu veux faire du Airbnb, de la coloc, de la classique, ça, c'est ton choix, toi, derrière. Tu vois. Et d'ailleurs, avant de parler de ça, investissement à l'étranger, Non, pas l'objectif. pas du tout, sans doute jamais. Parce que, de un, bah, soit c'est purement financier. Je vais jamais y aller, tu vois, parce que j'ai pas envie d'acheter à l'étranger et me dire ah, chaque année, il faut que j'aille au même endroit. J'ai pas envie. Et de deux, tu peux pas réutiliser la sûreté que tu dégages sur ces biens-là. La banque en Belgique va jamais aller prendre un bien à l'étranger pour l'utiliser comme sûreté pour valider la case. Donc ça m'intéresse pas du tout. Après, si tu es blindé et que tu le fais pour rigoler, pourquoi pas. Mais il faut déjà être loin financièrement pour se dire ah, je vais aller acheter à Dubaï, au Mexique, à Bali, j'en sais rien. Ça, c'est quand tu es vraiment blindé et que tu te dis tu tousses, il y a de l'argent qui tombe. Allez, Qu'est-ce que je fais avec vas-y, ça j'ai acheté une maison à Bali. Sinon, tu fais pas. Ouais, complètement. Ok, ça va. Alors, petite question, donc c'est question-réponse binaire, c'est l'un ou l'autre, ou alors les deux ou aucun, ça dépend. Ce que tu choisis. Donc par exemple, crédit à taux fixe ou à taux variable? Fixe. Achat cash ou financement à 100%? Financement à 120%. À 100. Crédit le plus court ou le plus long? Le plus long. Ok. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Achat ou location? Location pour y vivre, achat pour mettre en location. Hein. Immobilier neuf ou ancien? Ancien, Je vais pas te faire des copains, mais achat avec ou sans travaux? avec travaux. Un maximum, tu sais. Maison individuelle ou immeuble de rapport? Ah, moi, gros immeuble de rapport pour déléguer la gestion et avoir le moins de quantité possible dans l'immeuble. Oui, oui, oui. Investissement à court terme ou à long terme? Dans le long terme, toujours. Hein. Ok. Investir en ville ou à la campagne? Là où on connaît. Bien que t'investirais à la campagne? Si tu étais à la campagne? Bah, tu vas me dire, il y a des opportunités quand même. Et il y a Hein. des opportunités. Tu prends Partout, dans en le fait. BOE, il y a des endroits où les gens vont sans problème. Tu vois. Les gens doivent se louer partout. La Belgique, c'est un petit pays. Hein. Ouais, Donc, complètement. on est très peuplé. Donc, Achat-location ou achat-revente? achat-location. Mais je vais te répondre à cette question en plus. Parce que pour revenir à ceux qui offrent des formations d'options accessibles à des privés, quand tu achètes un bien, et si tu peux le revendre 6 mois plus tard ou même directement après à 20 000 euros de plus-value, ça veut dire que tu as fait un très bon achat, que tu vas certainement faire du cash flow positif. Et quand tu es en privé, ça n'a aucun sens de faire de l'achat-revente parce que si tu gagnes 20 000, tu fais quoi avec tes 20 000 après? Tu réinvestis dans l'immobilier pour retrouver une opération aussi intéressante. Si les gens pensent qu'on trouve tous les 6 mois des opérations intéressantes, on serait tous comme Attila, tu vois. C'est pas possible, c'est très difficile. Tous les agents immobiliers le feraient. Donc si tu as un bon achat, que tu es en privé, tu le gardes et tu les mets en location. Et tu utilises la sûreté que tu as réalisée grâce à ton bon achat pour faire un nouvel achat. Parce qu'en privé, tu dois te créer un patrimoine qui va te permettre d'arriver à la pension plus rapidement possible, mais pas dans un an. Oui, complètement. Ouais. Résidence principale ou investissement locatif? Investissement locatif. Immobilier en Belgique ou à l'étranger? Belgique, ouais. Même Bruxelles. Pas Belgique, Bruxelles. Bruxelles. Investir en privé ou en société? En privé pour l'instant, parce que je suis pas du tout encore riche, tu vois, je suis en train de me créer un patrimoine pour l'instant. Mes revenus locatifs sont inférieurs à mes revenus professionnels. Et pour l'instant, je fais ça dans une structure tout à fait intelligente, ce qui ne me fera pas qualifier de professionnel immobilier. À un moment donné, quand tu es trop blindé, ça a du sens de passer en société. Parce que derrière, les banques ne te suivent plus en privé. À un moment donné, tu es capé au montant financé. En société, ce n'est pas le cas. Et puis, à un moment donné, si tu es vraiment blindé, ça a du sens de le faire professionnellement parlant. Et puis diversification aussi. Oui, un oui, petit oui. peu de privé, un petit peu de société. Tant que tu n'es pas vraiment blindé, tu peux rester en privé. Oui. Investissement résidentiel ou commercial? En résidentiel, de toute façon, si tu es en privé, commercial, si tu es en société seulement, et bien réfléchir parce que les commerces aujourd'hui fonctionnent mal. Il faut vraiment être dans un quartier de dingue et se dire, tiens, pourquoi quelqu'un qui est dans un quartier de dingue revend son commerce? Ouais. Ça n'a pas toujours du sens d'être vendu parce que la famille se dit, ah, génial, on hérite d'un commerce hyper bien situé. Pourquoi le revendre? Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, commerce, j'aime pas. Investir dans des petites surfaces ou dans des grandes surfaces? Petite surface. Hein. Oui, avec studio. Investir dans une zone en développement ou une zone déjà stable? Ça dépend des prix. Parce qu'une zone en développement, en général, c'est du neuf. Le neuf coûte ultra cher. Dans une zone existante, tu es sur des biens existants qui sont parfois en mauvais état. Et donc là, tu peux faire des vraies affaires. Investir dans des biens avec ou sans permis d'urbanisme? Non, avec permis. Moi, je me lance pas là-dedans. Et tout t'emmerde, oui. Ouais, franchement, c'est bien résumé. Moi, dans ma vie, je veux pas de problème, tu vois. et c'est pour ça que je dis, les gens qui veulent faire comme Attila, pour le renommer,
faut oublier, ce qu'Attila, ça fait 20 ans qu'il fait de l'immobilier. Il se casse la tête sur des dossiers durs pendant 2-3 ans avec la commune, et avec des architectes, des avocats et tout. Ça lui coûte une pêche de régler ses problèmes. Et puis après, il gagne bien sa vie. Mais il maîtrise, tu vois. Location saisonnière ou location long terme? Non, location classique, ouais. Co-living ou colocation? Tu peux dire ni l'un ni l'autre ou les deux. Si, j'aurais une préférence pour le co-living, mais en société. Parce que là, c'est réglementé. Tu dois aller à la commune, tu dois faire tes démarches. Il y a le CIAMU qui passe. Tu as vraiment quelque chose de réglementé. La colocation, c'est du co-living masqué. Encore une fois, un truc pour essayer de gagner mieux sa vie tant que l'État le laisse faire. Tu vois, mais il y a de plus en plus de communes où c'est maximum 4 chambres. Parce qu'avant, en Wallonie, c'était maximum 4 chambres. Maintenant, à Bruxelles, c'est le cas aussi. Dans certaines communes. Je crois que c'est Bruxelles, Scarbeck et XL, je crois. À 5 chambres, tu es en co-living. Tu es requalifié de professionnel. J'aime pas les gens qui veulent jouer au pro et qui ne le sont pas. Colocation ou location classique? Location classique, ouais. Colocation ou Airbnb? Airbnb, ça devient compliqué. Colocation, ouais. Ok. Là, c'est studio ou grand appartement? Ouais, studio, ouais. Et appartement ou maison? Appart. Sauf si tu coupes ta maison, quoi. Et encore. Ah, sauf si tu coupes ta maison, mais ça voudrait dire que je suis propriétaire d'un immeuble de rapport. Ouais. Et ça m'intéresse pas. Ok, parfait. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est intéressant aussi, déjà, pour toi, rien que ton parcours, c'est vrai que ça doit énormément aider. D'être passé d'abord par la case banque et puis maintenant IMO, c'est hyper complémentaire. Mais ça, c'est une force, franchement, je pensais pas en venant dans l'immobilier. Je me suis dit, oh, je dois tout réapprendre et tout, ça va être difficile. Et en fait, tout est lié. Et donc, il y a plein de rendez-vous, tu sais, c'est des successions, c'est des gens qui ont hérité, qui veulent prévoir la suite pour leurs enfants et tout. Je me dis, en fait, je maîtrise tout ça, c'est génial, tu vois. Quand j'ai des concurrents qui viennent en rendez-vous et qui disent, ah, mais vous allez voir votre notaire, hein, et puis vous me rappelez quand vous savez ce que vous faites. Bah non, moi, je peux dire aux clients exactement ce qu'ils peuvent faire, quelles sont les lois, comment ils peuvent mettre ça en place, combien ça va leur coûter et tout, tu vois. Ah, ils sont là, ah, c'est chouette, quelqu'un qui connaît un peu. Et c'est pas très compliqué. J'ai eu la chance d'avoir des cours avec des avocats fiscalistes à la banque, parce que quand tu passes en gestionnaire de patrimoine senior, c'était pas le terme, c'était personal banker, tu as des vrais cours avec des avocats. Et ça, encore une fois, comme je te dis, là, ça m'intéressait. Je dis, eux, ils vont me prendre des trucs. Je les lâchais pas du regard. Dans l'immobilier, j'ai envie de le nommer aussi. Celui qui m'a beaucoup appris, bon, c'est John de Fils de. Parce que avant que je signe, c'est lui qui m'a donné les cours IPI, les premiers. Il m'a dit, tu lis tout ça, tu dis tout ça et tout. On se posait des questions. Mais j'ai eu Gilles Tidgat, qui est juriste très connu en Wallonie à Bruxelles. Lui, il est venu donner des cours chez Winvest. Il venait tous les mois. Là, je lâchais pas des yeux pendant 2 heures. J'avais d'autres collègues qui étaient là. Non, moi, je voulais tout apprendre. C'est très important. En rendez-vous, aujourd'hui, tous les agents offrent plus ou moins les mêmes services. Dans les bonnes agences, en tout cas, tu vois. On prend les vraies agences, on fait tous un photo professionnel, on fait tous un peu de marketing. En Winvest, je pense qu'on le fait encore mieux que d'autres agences, mais on commence tous à... Ce qui est bien, c'est qu'on se tire tous vers le haut, tu vois. Ouais, complètement. Mais ce qui change, c'est l'humain encore derrière. Aujourd'hui, l'humain a encore beaucoup d'importance, tu vois. Et si en rendez-vous, tu connais pas mieux que le gars en face de toi, qui a peut-être été sur ChatGPT parce qu'il a vu Belgium Invest, il dit, ah, il y a un agent, il faut que je m'intéresse un peu à l'immobilier avant qu'il vienne. Ben, si tu lui apprends des choses, il se dit, ah bon, lui, il connaît, il aime, il sait de quoi il parle, tu vois. C'est pas juste le gars qui vient, voilà le prix, appelez-moi si vous voulez vendre, tu vois. Un minimum, quoi. Complètement. Merci les gars. Merci à Merci toi à d'être toi, venu. Soso. Merci justement pour ton parcours, ton échange. J'imagine que les gens, justement, ils vont en apprendre plein. De toute façon, on peut te suivre aussi sur les réseaux. T'es sur Ouais, pas mal Immobiken, de trucs. sur Insta, Facebook. TikTok, je l'ai ouvert, je t'avoue, mais les gens sont trop agressifs sur TikTok. Moi, je poste rien là-dessus parce que C'est vrai que ça dépend un peu direct, donc ça, je veux pas. Mais je devrais développer les réseaux. Comme je disais au début, les réseaux, c'est super important. Et ben, moi, ma génération, c'est Facebook. Celle juste après, c'est un peu Insta. Et la nouvelle, c'est TikTok. Tu vois. À fond TikTok, c'est... Donc, je suis pas habitué à ce truc, mais il faut que je le fasse. Tu vois. C'est cool. Mais c'est vrai que oui, ça dépend vraiment du réseau social. Il y en a qui clashent un peu vite, mais c'est bien. C'est preuve de succès d'avoir ses premiers états. Ça veut dire que Heureusement, mon t'entreprends. père, tu vois, il m'a éduqué. J'ai une bonne éducation. Je suis prêt à la vie, tu vois. Donc, quelqu'un peut m'insulter. En général, de toute façon, ceux qui le font, c'est des nuls, tu vois. Tu vas voir leurs photos de profil, ils sont avec un lion, une moto. Parfois même les deux. Donc c'est bon. Ou alors tu sous-traites et comme ça au moins tu regardes même pas les commentaires. Tu t'en fous. Super, mais un grand merci en les tout gars, cas merci. et à la prochaine. À la prochaine, avec grand Avec plaisir. Aussi, si tu as une personne à recommander justement qui pourrait prendre ta place pour Mais t'en parler as de son déjà, parcours. t'en as déjà invité des bons, hein. T'as déjà invité Laurent Schmitt, t'as invité Attila, Anthony Rubin. Anthony Rubin. Anthony Rubin, qui est courtier, qui a aussi une vie professionnelle intéressante comme entrepreneur. Il a touché pas mal de trucs. Non, lui, il est pas mal, Anthony Rubin. Tu peux. Ok, bah écoute, si tu entends ça, t'es le bienvenu. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je le vois beaucoup sur les réseaux. Et, Ouais, il est chouette. Ben, nous, on donne des il a l'air formations très sympa. souvent à deux. Il Ok. fait la partie courtier, crédit et
assurance pour professionnels, tu vois, tout ce qui est PLCI, EIP, comment tu peux l'utiliser pour investir en privé dans l'immobilier. Donc ça c'est chouette, c'est toute la partie que lui maîtrise. Et vulgarise très bien aussi le discours, c'est agréable, tu vois. T'as pas un docteur en assurance qui vient de parler, même si même s'il maîtrise aussi bien, tu vois, mais il parvient à vulgariser, ça c'est chouette. Et juste, c'est vrai que, bon, je reviens vite en arrière, mais on n'a pas parlé Crédit Bullet et tout, t'es pour Ouais, Crédit Bullet, oui, clairement. Maintenant, les taux sont un peu élevés. Il faut toujours calculer. Et j'aime bien le mix, en fait, du différé en remboursement de capital avec les travaux, parce que tu fais un faux bullet de 2 ans. Et puis, à un moment donné, je rembourse du capital. Donc, pour s'enrichir, il faut quand même rembourser du capital aussi. Donc, que bullet, oui, pourquoi pas, hein, tu vois, si... Parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils appliquent cette stratégie à 100% pour leur business. Mais si tu veux faire du cash flow positif, tu es obligé de faire du bullet de temps en temps, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des affaires de dingue, tu vois, parce que les taux sont un peu plus élevés, parce que de plus en plus de gens connaissent le marché, et donc ils ont bien étudié les prix avant. Il va y avoir la grille des loyers, comme on avait dit, hein, du coup... Ouais, ça c'est chiant, parce qu'elle est contraignante aujourd'hui, hein, parce que cette grille existait déjà avant, mais aujourd'hui, elle est contraignante, et on se rend compte que les prix, en tout cas sur Bruxelles, j'ai pas fait l'exercice sur Wallonie, mais les prix dans la grille, ils sont loin de la vérité. Beaucoup trop à la baisse. Ouais, j'ai un collègue, il loue 2 chambres à Watermal avec jardin, il paye 1 500. Dans la grille des loyers, il est à 1 000. C'est-à-dire qu'on peut augmenter de 20% pour qu'il passe tranquille, mais c'est 1 300 € de différence. Bah, tu vois, c'est pas possible. Et c'est avec effet rétroactif. Donc, tous les locataires de Bruxelles peuvent aller se plaindre chez le juge pour dire, ben voilà, mon loyer n'est pas bon, je veux qu'on le revisite. On réajuste. Ouais, qu'on réajuste. Pas d'office que c'est fait, mais il va falloir, tu sais, les gens qui louent depuis longtemps, qui ont indexé et tout, qui n'ont plus les factures parce qu'ils ont fait eux-mêmes et tout, ils ne peuvent pas prouver l'état du bien, les travaux qu'ils ont faits. Donc aujourd'hui, si je peux donner un conseil à tous ceux qui font de l'investissement immobilier, parce qu'il faut continuer à le faire, l'État est toujours là pour changer des règles, mais si tu l'as fait sérieusement, que tu n'es pas un marchand de sommeil, tu gardes bien les photos de l'appartement avant quand il était dans un état éclaté, tu gardes bien les factures de l'entrepreneur, tu montres les photos actuelles, tu gardes bien le nombre de demandes que tu as eues pour visiter ton bien en location, le nombre de candidatures que tu as reçues, et au moment où tu signes avec le candidat, tu lui fais signer un document en disant, voilà, je suis bien conscient que je signe un bail qui est plus de 20% au-delà de la grille des loyers, grâce aux travaux et tout, il y a eu beaucoup de demandes, j'étais vraiment intéressé par les biens. Ici, ça n'enlève pas le droit que le lendemain, il aille chez le juge de paix, malgré qu'il ait signé ça, qu'il est au courant. Tu vois, ça n'enlève pas. Ce qui est fou, hein. Mais tu viens quand même avec un dossier complet chez le juge de paix en disant, regardez, moi j'avais 20 demandes, j'avais 5 candidats, j'ai pris madame, elle était d'accord, et là maintenant elle vient passer le prix du marché. Tu vois. À un moment donné, le prix il est fait par la loi de l'offre et la demande. Donc, comme je disais, quand tu fais de l'investissement immobilier, il faut toujours avoir une histoire au cas où tu es contrôlé. Et qui tienne la route et que tu puisses tout justifier et expliquer que tu l'as fait en bon père de famille, que tu ne fais pas du Airbnb, que tu ne fais pas de la revente, tu as tout retapé, ça mérite. Enfin voilà. Donc, ouais, ça, il faut faire attention à ça sur Bruxelles. Mais par ça, il faut continuer. Et ceux qui ont des sous maintenant, il y a le bon d'État qui arrive, hein, belge, à un rendement incroyable de 1,8%. Oui. Donc, surtout si vous avez des sous, ne le mettez pas là-dedans. Si vous dites, ouais, mais dans un an, je récupère, vous avez perdu des sous. Il y a d'autres investissements sur un an plus intéressants. Qui rapporte plus. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si tu peux. Ouais, on va mettre tes coordonnées. Les gens peuvent m'appeler ou d'autres gens. Enfin, il y a plein d'outils qui font plus que 1,8% sur une année. Et ceux qui se disent, ah, mais moi, je veux faire l'immobilier, mais j'ai peur. Si on fait de la location classique, c'est assez simple. Ouais. Ça ne demande pas d'être un expert. Il faut juste un tout petit peu s'intéresser. Allez visiter des biens. Vous allez sur ImoWeb. Vous allez visiter, vous allez embêter un agent, mais bon, qu'il fasse 10 visites ou 11 visites, ça ne change pas grand-chose pour lui. Au moins, vous voyez les biens, vous pouvez commencer à maîtriser un peu les prix en disant, ouais, ça c'est fort éclaté, ça vaut autant, ça c'était bien, non, ça vaut que ça, tiens, le gap était pas énorme, ou tiens, quand c'est éclaté, c'est vraiment pas cher, quand c'est propre, c'est super cher. Et en fait, on va comprendre le marché et l'agencement du sens aussi, parce que acheter le premier bien, c'est difficile. Mais quand j'en ai visité 10, 15 et que je vois des agencements, tu sais, la cuisine est derrière la salle de bain. Ou la salle de bain est derrière la cuisine. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Les gens n'aiment pas ça. Tu vois, je dois passer par ma cuisine pour aller dans la salle de bain, puis il y a le salon, et puis il y a ma chambre de l'autre côté. Les chambres en enfilade. Tu dois marcher en serviette dans le salon et tout. Tu vois, les gens n'aiment pas ça. Et donc, en fait, au fur et à mesure de visiter, tu te dis, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. C'est pour ça que l'achat-revente, encore une fois, si tu n'es pas agent immobilier, que tu n'as pas une expertise du retour du terrain, de ce que les gens aiment, sur quels biens les gens se positionnent très vite, quels sont les biens difficiles à sortir, même à un prix intéressant. Parce que des fois, le prix est intéressant, mais l'agencement est tellement nul que les gens disent non, moi, j'achète pas ça. Même si c'est pas cher, ils n'ont pas envie parce que comme ils se bloquent pour 20 ans, 25 ans à crédit, ils ne prennent pas ton truc. Donc, important de maîtriser
toutes ces connaissances-là. Et la seule manière de faire, c'est d'aller visiter, de poser des questions aux agents et de s'intéresser un peu. Bon, cette fois-ci, je te laisse vraiment. Ouais, Ça si va. t'as encore tu peux y aller. Hein, Non, mais au pire, tu reviendras avec grand plaisir. Avec grand donc, plaisir. Merci donc les gars. Voilà, ça va. Mais merci en tout cas. Merci à toi.